Il y a 20 ans, elle m'a quitté en me disant que j'étais ennuyeux, que je sentais la nourriture, que j'étais un larbin. Bref, un raté. Ce soir, elle portait aussi un uniforme. Un petit tablier noir. Elle tenait un plateau. Elle servait du champagne. La différence, elle le faisait à la fête privée de ma nouvelle femme, la plus grande superstar du pays. Pour que vous compreniez le goût de ce champagne, ce soir, il faut que je vous parle d'abord du goût de ma vie d'avant. Il y a 20 ans, j'étais un serveur, oui, c'est un fait. J'avais 22 ans, je vivais dans un studio de 20 mètres carrés qui sentait le renfermé, et mon seul luxe, c'était de payer mon loyer à temps. Je bossais dans une brasserie parisienne. Le genre d'endroit chic mais sans âme, tu vois, où les touristes perdent qu'aux 18 € pour un croque-monsieur. Et mon Dieu, ce que je détestais ce boulot. Non, c'est faux, je ne détestais pas le boulot, je détestais être un serveur. Je détestais l'uniforme, cette chemise blanche en polyester qui grattait et qui prenait une teinte jaunâtre, peu importe le nombre de lavages. Je détestais les chaussures. Des chaussures de service noires, moches, qui vous tuaient le dos. Et l'odeur, peu importe le nombre de douches, cette odeur ne partait jamais. Un mélange de friture, de vin renversé et d'eau de javel. C'était mon parfum. Et j'avais Élodie. Oh, Élodie. Elle était tout ce que je n'étais pas. Elle était vibrante. Elle était belle, le genre de beauté qui fait se retourner les gens dans la rue. Elle voulait vivre. Pour Élodie, vivre, ça voulait dire sortir, danser, boire des cocktails, être vue dans les bons endroits. Pour moi, vivre, c'était survivre. Elle détestait mon travail. Elle ne le cachait même pas. Quand je rentrais à une telle heure du matin, épuisé, les pieds en feu, elle m'attendait, pas pour me demander comment ça s'était passé. Non, pour se plaindre. « Tu es encore rentré tard ?» elle me disait, assise sur le canapé-lit, déjà en train de se maquiller pour sortir. C'était le coup de feu Hello. Samedi soir, tu sais ce que c'est. Elle levait les yeux au ciel. « Tu pues le graillon, Marc. Sérieux, va te doucher. Mes copines te nous attendent au Queen. » J'avais pas envie. J'en pouvais plus. J'avais juste envie de m'asseoir et de ne plus bouger. Mais je le faisais, pour elle. Je prenais une douche rapide, je mettais le seul jean propre qui me restait et je la suivais. Je dépensais de l'argent que je n'avais pas envers de trop cher, en regardant ma montre, en calculant qu'il me restait à peine 4 heures de sommeil. Avant le service du lendemain midi, j'étais ennuyeux. C'était son mot préféré pour moi. Parce que, voyez-vous, je n'étais pas juste un serveur. Ça, c'est ce qu'elle voyait. Ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle refusait de voir, c'était ce que je faisais pendant le service. J'étais un étudiant, j'étais un espion. Quand je prenais une commande, je n'écoutais pas seulement le client. J'écoutais le chef en cuisine gueuler sur le commis. J'ai analysé. Pourquoi il gueule? La commande est mal passée, l'intitulé est flou. Quand je débarrassais une assiette, je ne voyais pas des restes. Je voyais ce qui n'avait pas été mangé. Je me demandais pourquoi? Trop salé, trop cher pour la portion. L'assiette est revenue à moitié pleine. J'avais un petit carnet, un Moleskine noir, mon trésor, mon secret. Après mon service, à 2 heures du matin, au lieu de la rejoindre directement, je m'asseyais dans le vestiaire puant, sous le néon qui grésillait, et je notais. Table 12, le flux est mauvais, le rancé est trop loin de la cuisine, le client attend 4 minutes de trop pour son vin. C'est inacceptable. Le nouveau plat du jour, bonne et droïdcidée, mais la logistique est triste et nulle. Le dressage prend 90 secondes. On perd de l'argent, c'est 30 secondes de trop. Le fournisseur de légumes, c'est plus le même calibre, faut changer. J'étais obsédé, j'étais un dingue. Je n'étais pas un serveur qui voulait devenir manager. J'étais un étudiant en économie de guerre. Parce qu'un restaurant, c'est une guerre. Je lisais des livres sur Escoffier, sur Bocuse, sur Vatel. Je volais les fiches techniques des plats qui marchaient. J'apprenais la gestion des stocks, la marge brute, la psychologie de la carte. J'avais un plan immense. Je voulais ma propre brigade, mon propre restaurant. Un jour, mon empire. J'étais convaincu que mon travail, ce foutu boulot de serveur, c'était mon école, ma formation sur le terrain. Mais ça, je ne pouvais pas lui expliquer. Quand j'essayais, elle sortait son téléphone. « Tu es encore en train de parler de ton restaurant ? C'est ennuyeux, Marc, tellement ennuyeux. Regarde, Sandrine est à Ibiza. Ça, c'est la vie. » Elle ne voyait pas l'ambition. Elle ne voyait que l'uniforme. Elle ne voyait pas le futur chef. Elle voyait le larbin. Et puis, la rupture.
Ce n'était même pas une grosse dispute. C'était presque banal. C'était un mardi, mon seul soir de congé. J'étais épuisé. J'avais fait l'ouverture et la fermeture la veille. J'étais assis sur le canapé-lit avec mon carnet noir. J'étais en train de redessiner le plan de salle de la brasserie pour optimiser le flux. Elle est sa rentrée. Elle avait été faire du shopping. Elle a jeté ses sacs sur le sol. « Bon, tu te prépares ? On va au vernissage de ce nouveau photographe, il y aura du monde. »« Hello, ce soir j'en peux plus, je suis mort. On ne peut pas juste rester là, commander une pizza ?» Elle m'a regardé, mais vraiment regardé. Pas avec colère, avec pitié, non, pire. Avec dégoût, un silence, long. « Non, a-t-elle dit, sa voix soudainement très calme froide. Je ne peux plus, Marc. Mon cœur s'est serré. J'ai posé mon carnet. De quoi tu parles ? On commandera taille si tu veux, mais je ne parle pas du dîner. Je parle de chat. Elle a fait un geste qui englobait tout. Le studio, mes vêtements, mon carnet. Je parle de toi. J'ai senti le sang quitter mon visage. Moi ? Oui, toi, tu es ennuyeux, Marc. Tu es d'un ennui mortel. J'ai essayé de protester, mais je travaille sur mon projet. Je t'ai expliqué. Elle a ri. Un rire sec. Ton projet, c'est de savoir comment servir des entrecôtes plus vite. C'est ça ton ambition dans la vie ? J'en ai honte, tu comprends ? Quand mes amis me demandent d'aller à ce que tu fais, je ne sais pas quoi dire. Je mens. Je dis que tu es dans la restauration. Je ne peux pas leur dire que mon mec est un serveur. Chaque mot était un coup. Mais c'est temporaire, Hello. Tu le sais, c'est pour apprendre. Apprendre quoi ? Comment porter 3 assiettes sans les faire tomber ? Comment sourire à des gens qui te méprisent ? Et elle s'est approchée de moi. Son visage était dur. Je ne veux pas de cette vie, Marc. Je ne veux pas sentir la friture sur tes vêtements quand tu me prends dans tes bras. Je ne veux pas passer mes samedis soirs à t'attendre. Je ne veux pas sortir avec... Elle a cherché le mot. Et elle l'a trouvé. Un larbin. Le mot. Larbin. Ce n'est pas serveur. Ce n'est pas employé. C'est laquais. Sous-fifre. Le mec qui nettoie la merde des autres. Le mépris de classe. Pur. Distillé en un seul mot. Ça m'a frappé. Non, pas comme une claque. Comme un coup de poing dans le ventre. J'ai eu du mal à respirer. Je l'ai regardée. Et j'ai vu une étrangère. Cette fille que j'aimais, elle me voyait comme ça. Pas comme un homme qui se battait, qui avait un rêve, qui était obsédé par un art. Non, juste comme un larbin. J'étais assis là, dans mon studio, tenant mon carnet de notes, et je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Honte de mon travail, honte de mon odeur, honte de mes mains abîmées par la côte de Javel, honte d'avoir cru qu'elle pouvait voir, moi, honte d'avoir été si naïf, si ennuyeux. Alors t'as dû voir le choc sur mon visage. Elle n'a pas eu de pitié, alors a continué. J'ai besoin de quelqu'un qui vit. J'ai besoin de quelqu'un qui a une vraie ambition. Pas quelqu'un dont le plus grand rêve est de posséder une friteuse plus performante. Je te quitte, Marc. J'ai rencontré quelqu'un. Il est dans la finance. Il m'emmène à Rome ce week-end. Elle a pris son sac, celui que je lui avais acheté en faisant 3 services supplémentaires. Elle est allée à la porte. Ne m'appelle pas, je te souhaite bonne chance avec tes menus. Elle est partie. La porte s'est fermée. Je suis resté assis. Je ne sais pas combien de temps. 1 heure, 2. Le silence. J'ai regardé mon carnet noir, mon projet. J'ai senti mes vêtements. Elle avait raison. Je sentais la brasserie. Et le mot tournait en boucle dans ma tête. Larbin, larbin, larbin. Ce n'était plus de la honte que je ressentais. La honte s'était évaporée. C'était autre chose. C'était froid. C'était dur. C'était de la rage. Une rage glaciale. Elle pensait que j'étais un larbin. Elle pensait que mon obsession était ennuyeuse. Très bien, j'allais lui montrer ce que l'ennui pouvait construire. J'allais lui montrer jusqu'où un larbin pouvait monter. J'allais devenir le genre d'homme qu'elle ne pourrait même pas rêver d'approcher. J'allais construire un monde où les gens comme elle n'auraient même pas le droit d'entrer, sauf pour servir les boissons. Le lendemain, je n'ai pas démissionné, c'eût été trop facile. Non, je suis allé voir mon patron. Chef, j'ai besoin de plus d'heures. Il m'a regardé bizarrement. T'es sûr, gamin? Tu tires déjà pas mal. Je suis sûr. Je suis devenu une machine. Élodie m'avait pris ma vie sociale, mon amour-propre, très bien. J'allais remplir ce vide avec du travail. Je n'existais plus, il n'y avait que le service.
Je suis devenu le meilleur, pas le plus sympa, le plus efficace. Ma rage, je l'ai mise dans la précision de mes gestes. Plier une serviette, c'était un acte de guerre. Porter un plateau, c'était une manœuvre militaire. Chaque « merci, monsieur » que je disais à un client, je le pensais à Élodie. Merci de m'avoir sous-estimé. Larbin, le mot était mon carburant. J'ai économisé comme un fou. Chaque centime. Pendant 1 an, je n'ai rien fait d'autre que travailler, prendre des notes et dormir. Et avec cet argent, j'ai postulé l'Institut Paul Bocuse. Le sommet, l'Olympe de la gastronomie. Je n'aurais jamais dû être pris. Mon dossier, c'était celui d'un serveur. Mais j'ai écrit une lettre de 10 pages. Je n'ai pas parlé de ma passion. J'ai parlé de ma haine du service médiocre, ma haine de l'inefficacité. J'ai parlé de logistique, de flux, de psychologie du client. Je crois que ça les a tellement surpris qu'ils m'ont pris. Et là, l'enfer a vraiment commencé. Si je pensais que la brasserie était dure, l'Institut, c'était un camp d'entraînement pour Spartiates. J'étais le seul larbin. Les autres, c'était des fils de chefs, des gosses de riches qui jouaient à la dinette. Ils avaient la technique, moi, j'avais la rage. J'étais le premier levé, 4h du matin. Je nettoyais la cuisine avant même que le commis n'arrive. J'étais le dernier couché. Je lisais des livres sur la chimie des aliments pendant que les autres sortaient en boîte. J'étais ennuyeux. J'étais exactement l'homme qu'Élodie avait décrit et j'adorais ça. J'ai appris, j'ai absorbé. Et puis je suis arrivé à Paris pour les stages, les cuisines de palace, le coup de feu. Vous ne savez pas ce que c'est, le coup de feu, vraiment. Ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. C'est pire. C'est 45 degrés, c'est la vapeur qui vous brûle le visage. C'est le bruit constant des casseroles, des ordres, des hôtes, un vacarme. C'est la douleur. Mes mains, ils rient sèchement. J'ai plus de cicatrices de brûlures et de coupures sur les mains que de lignes de la vie. Tu apprends à ne plus sentir. Tu te brûles, tu ne cries pas, tu serres les dents et tu continues. Le chef te jette une poêle bouillante dessus, tu dis « Merci chef », tu te coupes jusqu'à l'os, tu mets du poivre dessus pour arrêter le sang, un bandage et tu continues. Et la pression psychologique, les chefs, les grands, ils ne vous parlent pas, ils vous hurlent dessus. Plus vite, c'est quoi ça? C'est de la merde. Tu n'es rien, tu es un moins que rien. Larbin, ce mot, je l'entendais à nouveau, mais cette fois, il était différent. Venant d'Élodie, c'était une insulte de classe, venant d'un chef triplement étoilé. C'était un défi, c'était un « prouve-moi que tu n'en es pas un ». Et je l'ai prouvé, j'ai tenu, j'ai serré les dents, pendant que les autres craquaient, pleuraient dans la chambre froide, démissionnaient, moi je restais. J'étais leur larbin, parfait. Oui chef, non chef, mais dans ma tête, je n'étais pas un larbin. J'étais une éponge. Je volais tout, leur technique, leurs secrets, leur discipline de fer. 10 ans de ma vie. Paris, Lyon, New York, 10 ans sans petit ami, 10 ans sans vacances, 10 ans sans amis. Mon carnet noir était devenu une bibliothèque. J'étais seul, terriblement seul, mais je n'étais plus ennuyeux, j'étais une arme. Et puis, le grand saut. J'ai pris tout ce que j'avais économisé. J'ai convaincu des investisseurs et j'ai ouvert mon premier restaurant, l'Alambic. Pas un bistrot, pas une brasserie, un restaurant, 20 couverts, pas un de plus, un menu unique, mon menu. La première année, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dormi sur un lit de camp dans la cave. La deuxième année, on a eu notre première étoile. La quatrième année, j'ai ouvert le deuxième. La 10e année, j'avais un petit empire. J'étais devenu quelqu'un. J'étais le chef. Les magazines m'appelaient. J'avais réussi. J'avais prouvé quoi au juste? J'étais riche. J'étais respecté. Et j'étais toujours seul. La rage, ça vous construit un empire. Mais ça ne vous construit pas un foyer. J'étais dans mon restaurant phare à Paris. Un soir de semaine, j'étais en cuisine, comme d'habitude. Le coup de feu venait de se terminer. J'étais en train de tester un nouveau dessert. Mon maître d'hôtel s'approche, nerveux. Chef, la table 7, c'est Lara. Lara, même moi, je savais qui c'était la chanteuse. La nouvelle sensation. La voix que tout le monde s'arrachait. Pas une pop star, une artiste. Le genre de disque que j'écoutais, seul, à 3h du matin. En rentrant, et j'ai grogné. Elle n'a pas aimé le homard? Au contraire, des chefs, elle. Elle a dit que c'était une architecture. Elle demande si elle peut vous voir. J'ai soupiré.
Je détestais ça, les mondanités. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, j'ai traversé la salle. Elle était là, seule, elle était plus petite que ce que j'imaginais. Pas de maquillage de scène, juste elle. Elle m'a regardé m'approcher et elle n'a pas regardé le chef. Elle n'a pas regardé mon succès. Elle a regardé mes mains. Vos mains, a-t-elle dit, sa voix douce. Je regarde mes mains, les cicatrices, les brûlures. Elles ont souffert, j'ai dit, mal à l'aise. Elle a souri. Elles ressemblent aux mains de mon guitariste, ou aux miennes, après une semaine de répétition au piano. Je me suis assis, j'ai commandé 2 cafés. Le restaurant s'est vidé. Les serveurs ont commencé à nettoyer. On a parlé. Mais ce n'était pas une conversation. C'était une reconnaissance. Je lui ai parlé de mon obsession, de mon carnet noir, de ma folie pour la logistique du service. Pour la chimie d'une sauce, je m'attendais à ce qu'elle lève les yeux au ciel. Comme Élodie, je m'attendais à ce qu'elle me trouve ennuyeux. Elle n'a pas levé les yeux au ciel. Elle s'est penchée en avant. Ses yeux brillaient. « Ennuyeux » a-t-elle dit, presque choquée. « Vous appelez ça ennuyeux ? Marc, je passe 6 heures par jour, 6 heures, sur une seule phrase musicale, à chercher la bonne inflexion, le bon souffle. Mes amis pensent que je suis folle. Mon ancien copain disait que j'étais coincé, que je ne savais pas m'amuser. » Elle m'a regardé et elle m'a vu. Ce que vous décrivez, cette obsession des détails, ce n'est pas ennuyeux, c'est la maîtrise. Alors, tu as posé sa main sur mon carnet que j'avais sorti par réflexe. Élodie, c'est ça, l'ancienne. Elle voyait un larbin. Moi, je vois un artiste qui travaille aussi dur que moi. Cette nuit-là, tout a changé. Le feu de la rage, celui qui m'avait consumé pendant 15 ans, s'est éteint, remplacé par quelque chose de plus chaud, de plus calme. J'ai trouvé mon égal. Son obsession, c'était la musique. La mienne, la nourriture. Mais c'était la même langue. La langue de la discipline. La langue de ceux qui savent que le succès n'est pas un accident, mais le résultat de 1000 heures ennuyeuses de travail acharné. Je suis tombé amoureux de Lara pas pour sa célébrité, mais pour son authenticité, parce qu'elle était la seule personne sur Terre qui comprenait pourquoi je pouvais passer une nuit blanche à débattre de la température de cuisson d'un œuf. Et elle aimait ça. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Ma vie était complète, la rage avait disparu. J'avais trouvé le bonheur, un bonheur d'adulte. Un bonheur calme, basé sur un respect mutuel si profond qu'il en était indestructible. Ma plus grande récompense n'était pas mes restaurants, c'était elle. Je n'ai plus jamais pensé à Élodie. Vraiment, elle était une note de bas de page, jusqu'à ce soir. Ce soir, gala de charité. Lara, ma femme, est la tête d'affiche. Elle vient de chanter, elle a mis le feu. L'événement se tient dans un vieux théâtre magnifique que j'ai racheté et rénové. Je m'occupe de la nourriture, bien sûr. Mon nom est partout. Mais pour le service des boissons, les petits fours, c'est trop gros. On a fait appel à une société de catering extérieur, une grosse boîte d'événementiel. Leurs serveurs sont partout. Efficaces, anonymes. Je suis dans le carré VIP, après le concert. Lara est à côté de moi. Elle est sincère et magnifique. Elle rit, elle parle avec des producteurs, des journalistes. Je suis là, juste à côté d'elle. Pas le chef, pas le patron, juste son mari. Et c'est le meilleur rôle de ma vie. Je la regarde avec une fierté immense. Je sens une présence à côté de moi. Champagne, monsieur, madame. Une voix un peu fatiguée, un peu forcée. Le sourire professionnel. Je me tourne pour refuser poliment et je la vois. Le temps s'arrête, ce n'est pas possible. Le cerveau ne veut pas y croire, mais c'est elle. Élodie, elle a changé, 20 ans. Elle est toujours jolie, mais la vie, elle serait passée par là. Elle est basse, elle est plus dure, fatiguée. Elle porte l'uniforme de la société de catering. Une chemise blanche, un nœud papillon noir, elle tient un lourd plateau en argent. Elle ne me regarde pas. Elle ne me voit pas, elle est en mode service. Son regard est fixé, avec une admiration presque douloureuse, sur ma femme, sur Lara, la superstar. « Madame !» dit Élodie, sa voix mielleuse. « Vous étiez sublime, vraiment, je suis votre plus grande fan. » Lara, qui est habituée mais toujours incroyablement gentille, lui sourit. « Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. » Lara prend un verre, et c'est là qu'Élodie fait l'erreur. Son regard glisse de l'idole
à l'homme à côté de l'idole, à moi, son sourire. Il se fige, il se brise, le plateau tremble, juste un peu. J'entends les flûtes qui s'entrechoquent. Cling! Ses yeux s'écarquillent. Elle me regarde, elle regarde le larbin, le mec ennuyeux, dans un costume sur mesure, tenant la main de la superstar qu'elle était en train de servir. Son visage passe par toutes les couleurs, la reconnaissance, le choc, l'incrédulité, le calcul rapide et enfin, l'humiliation. C'est plus que du choc, c'est cette même humiliation, la même que j'ai ressentie, moi, ce soir-là dans ce studio miteux, quand elle m'a regardé avec ce dégoût, juste avant de me traiter de larbin. Cette vague de honte, elle est là, en plein sur son visage. Lara sent la tension. Elle me regarde, puis regarde Élodie. « Chérie, tout va bien ?» Élodie ne peut pas parler, elle est paralysée. Elle me fixe, et moi, je ne ressens rien. Pas de haine, pas de colère, juste une ironie froide, satisfaite. Le cercle est bouclé. Je prends le bras de Lara, je lui souris, à elle, et je parle. Ma voix est calme, celle d'un patron. Je parle à ma femme, mais mes yeux sont fixés sur Élodie. « Tu vois, chérie ?» Je dis, d'un ton léger, presque professoral. C'est exactement ce que je te disais l'autre jour. Le service, le mot vibre dans l'air entre nous services. C'est la base de tout. C'est pour ça que j'insiste toujours pour que le service soit impeccable. Je la regarde, elle, le larbin, qui me regardait, moi, le larbin, et je lui offre mon plus beau sourire de client satisfait. Sans un bon service, on n'est rien. Je n'ai pas attendu sa réponse. Elle n'était plus là. Elle n'était qu'une fonction. J'ai pris la main de Lara. « Viens, chérie, allons dire bonsoir au producteur. » Je suis parti, la laissant là, figée au milieu de la foule, avec son plateau, son uniforme et la compréhension soudaine de ce que signifie vraiment être ennuyeux. La vie est drôle. 20 ans plus tôt, elle pensait que mon obsession pour le service était ma plus grande faiblesse. Ce soir, elle a découvert que c'était devenu la fondation de mon empire. Elle avait raison sur un point. J'étais obsédé, et c'est mon obsession qui m'a tout donné, y compris le plaisir de la voir me servir du champagne.